Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré à manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censeur sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Sur cette partie de la Terre, il n'y a pas si longtemps, existaient des géants. On parle de géants qui ont existé aux côtés de ce que nous appellerions maintenant des personnes normales. Les personnes qui étaient plus grandes auraient... Sur cette partie de la Terre, il n'y a pas si longtemps, existaient aussi des arbres géants. Peu à peu, avec le temps, nous sommes devenus aveugles. Vos yeux sont devenus des traîtres avec le temps. Regardez de plus près, la cime est plate. Cet arbre a été abattu. L'arbre grandit et devint fort, sa hauteur atteignait les cieux et on pouvait le voir jusqu'aux extrémités de toute la terre. Ici, la troisième partie de Révélation d'un Titan. Et ici, nous allons rentrer dans l'oreille de Mondgo. L'oreille interne de Mondgo. Alors, pour ceux qui découvriraient cette vidéo sans avoir vu les autres, bien évidemment, je t'invite à aller voir les deux premières. Est-ce qu'il faut les avoir vues avant celle-ci? Peut-être pas. Tu peux rester et regarder celle-ci auparavant. Par contre, je vais te remettre le décor, je vais te remettre le contexte. Ici, c'est la découverte d'un titan. Une montagne de 750 mètres de haut.
L'auteur, le réel auteur de cette vidéo, qui vit aux États-Unis, et dont ici je fais une traduction, et c'est une montagne Montgo qui est en Espagne, donc il faut quand même le redire. Ce gars est parti du principe qu'il s'agissait là d'un titan. Il a eu quelques éléments qui lui ont permis de se dire que c'était peut-être un titan. C'est-à-dire un titan fossilisé, qui serait fossilisé, un truc de fou. Et en fait, ici, nous avons cette troisième partie qui part du principe qu'à un endroit de cette montagne, il y a l'ancienne attache de l'oreille de cet éléphant. C'est un ancien éléphant qui est sur le ventre aujourd'hui et qui est, comment dire, décédé, qui a disparu, qui est décédé du fait d'un cataclysme sur la Terre. Il n'y a pas si longtemps que ça, qui aurait eu lieu il y a... Est-ce que je me risque à donner une date? 500 ans peut-être. C'est-à-dire que ça remet en question absolument tout ce que l'on croit savoir sur l'histoire. Absolument tout ce que l'on croit savoir sur l'histoire. Comme tu l'as vu auparavant dans la présentation de cette vidéo, sur la Terre, sur cette partie de Terre qui est plate et qui est le centre d'une Terre plate qui est beaucoup plus vaste. Alors là aussi, faire attention à cette représentation de la Terre plane, elle n'est pas authentifiée. Ça veut dire que la Terre plane est sûrement beaucoup plus vaste que cela. C'est pour donner juste une idée de ce dont on parle ici quand on parle de Terre plane qui est beaucoup plus vaste que ce centre sur lequel nous vivons actuellement et dont on nous dit qu'il est un globe. Eh bien, c'est en fait une Terre plane qui est cerclée, encore une fois, de l'Antarctique, de cette barrière glaciaire de l'Antarctique, et qui n'est pas un continent, comme on essaye de nous le faire passer sur ce globe, qui est en fait un mur qui cercle cette partie de Terre plate sur laquelle, aujourd'hui, cette humanité de 8 milliards d'individus, nous dit-on, vit. Mais cette Terre plane est beaucoup plus vaste que cette partie centrale. Et sur cette partie de Terre plane, sur ce centre, qui est appelé aussi l'Éden dans la Bible, eh bien, il a existé donc des géants, comme on vient de le voir dans cette petite partie d'introduction, et il a existé aussi des arbres géants. Et il existe aussi des titans. Et c'est l'objet de cette vidéo qui arrive juste derrière cette courte introduction. C'est la démonstration que Montgo, cette montagne 750 mètres en Espagne, est en fait les restes d'un titan. C'est la carcasse d'un ex-titan. Et on a des preuves ici. Ici, on entre dans l'oreille du titan. On entre dans l'oreille interne du titan. Là où, manifestement, sur la roche, sur cette montagne, il y aurait les traces d'une ancienne oreille qui serait tombée. Eh bien, il se trouve qu'il y a une cave qui va très très profond et qui ressemble énormément à l'oreille interne d'un éléphant. Maintenant, je te propose de voir ces preuves ici en vidéo. Est-ce qu'il faut que je rappelle tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, la partie 2, peut-être pas. En tous les cas, sache que sur cette partie de Terre, tout était beaucoup plus grand, l'humanité était beaucoup plus grande sur cet Éden et les arbres étaient géants. Et peut-être bien que c'est une vie qui n'est pas basée sur le carbone, mais plutôt sur le silicium. Le silicium qui est exactement juste en dessous du carbone dans la classification périodique et qui a exactement les mêmes propriétés physique, chimique. Donc, la chimie ne s'oppose pas catégoriquement à cette théorie que la vie précédente sur cette partie de Terre, qui est une vie, donc, je le redis ici, qui s'inscrit dans l'éternité, contrairement à celle-ci, est une vie donc beaucoup plus grande, géante par rapport à celle-ci, basée sur le carbone, et qui serait une vie basée sur le silicium. Bon, là aussi, ça ne sort pas de n'importe où. Tôt ou tard, je vais publier cette vidéo qui montre cet aspect-là du problème, avec cette vie donc qui serait une vie basée sur le silicium. Donc, il s'agit, je parle ici d'un Éden qui a disparu, hein, et qui va revenir, qui va réapparaître. Alors, qu'est-ce qui a fait disparaître cet Éden? Je ne vais pas le dire ici dans cette vidéo. Je le sais, je connais, je le sais. C'est quelque chose qui va venir, mais qui demande à ce que la théorie sur l'univers autour de cette Terre plane soit beaucoup plus développée pour comprendre pourquoi cet Éden a disparu. Et ça n'est pas
ce que croient les platistes en général, hein, sachez-le. C'est très différent de l'interprétation qu'on peut faire de la Bible aussi, qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui de la Bible. C'est une disparition naturelle qui a lieu toutes les éternités, on va dire ça comme ça, qui a lieu tous les millions d'années, toutes les dizaines de millions d'années peut-être. Donc voilà, alors pourquoi je redis tout ça, pourquoi je tiens absolument à faire cette introduction, ces introductions sur ces vidéos de Titan. Eh bien parce que sans ces introductions, il me semble qu'on ne peut pas comprendre pourquoi sur cette partie de Terre, cette Terre qu'on nous dit être un globe, pourquoi il y aurait l'existence de Titan. On ne peut pas comprendre. Si on ne sait pas, si on n'a pas cette information, comme quoi tout était beaucoup plus grand, tout était géant sur cette Terre plane, sur cette partie de Terre cerclée par l'Antarctique, eh bien on ne peut pas comprendre pourquoi il y aurait un Titan. Et je pense que cette information, pour ceux qui sont capables de la mettre dans un coin de leur tête et de ne pas la récuser catégoriquement avant même d'avoir toutes les informations autour de ça, eh bien les gens qui ont cette capacité, qui ont cette ouverture d'esprit, il me semble, peuvent mieux entrer, avec ces informations supplémentaires, peuvent mieux entrer dans la vidéo qui arrive là. Et qui est un cadeau, c'est une perle que nous fait l'auteur de cette vidéo, que donc je traduis ici. Je te souhaite une excellente vidéo. Régale-toi avec ces incroyables images et ces incroyables informations. La vie est belle, les amis. La vie est excellente. Contrairement à ce que veulent croire les gens qui sont sur cette chaîne, et de plus en plus fortement. Parce que tu as dû remarquer que cette chaîne fait de moins en moins de vues. C'est ce que je t'ai expliqué. C'est ce que j'ai expliqué de nombreuses fois. Il y a une playlist donc réservée à la censure de cette chaîne. C'est une censure, c'est un blocage de la chaîne qui se construit dans le temps. Et là, on a ce bloqueur de chaîne qui met le paquet sur la chaîne. Il ne supporte plus du tout, absolument plus du tout les informations que je donne sur cette chaîne. Et c'est tant mieux, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Et c'est exactement aussi ce dont j'ai besoin pour me débarrasser de lui. À très bientôt pour la 4e partie de Révélation d'un Titan. Mais commence par te régaler déjà avec cette 3e partie. À très bientôt. Salutations et bienvenue dans la 3e partie de Dévoiler un Titan, où nous plongerons au cœur du monde Go. Cela fait plus d'1 an que je recueille des données sur cette montagne. Et pendant ce temps, ce sont les découvertes que je vais partager avec vous aujourd'hui qui ont été de loin les plus époustouflantes. Lorsque j'ai commencé à soupçonner que Mount Go pourrait être un éléphant géant, j'ai voulu éviter de faire du tri sélectif et de déformer inconsciemment mes conclusions pour les faire correspondre à des idées préconçues. J'ai décidé d'aborder mon étude de la montagne comme un médecin légiste, en examinant les tissus de la montagne aussi objectivement et honnêtement que possible. Je n'aurais jamais imaginé que ce voyage prendrait des allures de roman policier. J'ai commencé par observer attentivement l'anatomie de l'éléphant en me posant la question, s'il s'agissait bien d'un éléphant fossilisé, que pourrais-je trouver ? Puis je me suis rendu sur la montagne à la recherche de preuves corroborantes. Et à ma grande surprise, bien plus souvent que prévu, les choses que je découvrais correspondaient à mes attentes. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, d'une farce cosmique. Mais à mesure que les coïncidences s'accumulaient, je devenais de plus en plus convaincu que Mount Go pourrait bien être un gigantesque éléphant tombé au sol. C'est pourquoi je vous invite à prêter une attention particulière à la cloche des coïncidences
et à réfléchir au nombre de fois qu'elle retentit dans ces 3 premières vidéos. Honnêtement, je n'ai pas la moindre idée de comment on pourrait calculer les probabilités d'une telle chose. Je suppose que les probabilités que tout cela soit dû au hasard sont très proches de 0, absolument insignifiantes. Évidemment, si la montagne a une forme particulière qui ressemble à un éléphant, on peut mettre cela sur le compte du hasard. Mais lorsqu'une longue liste d'éléments très précis suggère qu'il s'agit de beaucoup plus qu'une simple ressemblance, alors on a affaire à un vrai sujet d'étude. J'encourage le scepticisme. Je pense que nous devrions tous être sceptiques et prêts à tout remettre en question. Alors, n'hésitez pas à vérifier par vous-même tout ce que j'ai présenté. J'ai montré cette liste de coïncidences dans la première vidéo. Et depuis l'enregistrement de cette vidéo, quelques éléments supplémentaires ont déjà été ajoutés à la liste. Les éléments en jaune sont ceux que nous avons déjà abordés dans les vidéos précédentes. Ceux en bleu, nous les aborderons aujourd'hui, et les autres, nous les aborderons dans les 4e et 5e vidéos. Si, à la fin de cette vidéo, vous ne vous demandez pas encore si Mongo aurait pu être un éléphant, alors je vous invite à vérifier votre pouls et vous assurer que votre cœur bat toujours. Alors, mes amis, êtes-vous prêts à vous amuser ? Laissez-moi commencer par vous dire quelque chose qui pourrait déjà vous donner le vertige. Et si je vous disais que cette montagne, selon la géologie officielle, serait faite d'os, vous penseriez que je vous nargue, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Cette montagne est faite de calcaire. Voyons ce que la géologie officielle dit du calcaire. C'est une roche sédimentaire composée principalement de fragments de squelettes, d'organismes marins tels que des restes coralliens et des mollusques. La théorie officielle est que cette montagne a été créée par l'activité tectonique qui a repoussé les couches vers le haut et que ces couches sont en réalité construites de fragments d'os, de squelettes et de coraux comprimés sous l'océan pendant des millions d'années. En résumé, on nous dit que le calcaire est de l'os, ce que je trouve incroyablement fascinant compte tenu du sujet que nous étudions. J'ai donc été perplexe quant à cette couleur rouge, car le calcaire est entièrement gris. J'ai ensuite voulu comprendre pourquoi tout cela était rouge. Après avoir examiné l'œil et découvert plusieurs caractéristiques anatomiques correspondant à une orbite, j'ai commencé à examiner le reste de la tête. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué ce petit morceau en forme de quart de lune, mais de couleurs différentes. Et j'ai réalisé que partout où la couleur est rougeâtre, la roche s'est détachée. Alors, je me suis dit, attendez une minute, ce sont différentes couches de ce qui pourrait être un sandwich. Regardez ça. Vous voyez ici, il y a plusieurs couches. Le périoste n'est qu'une enveloppe semblable à une peau qui recouvre l'os. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'os cortical. C'est un os solide, très peu vascularisé. Et puis, il y a cette zone, l'os spongieux. C'est là que le sang est produit chez tous les vertébrés, principalement dans nos os longs, mais aussi dans le crâne. Et puis, il y a une autre couche de sandwich au-dessus, qui serait le lit rocheux, où ceux-ci sont ancrés. Si l'on regarde le Mongo, on voit que tout cela est fracturé. Tout comme cette zone-ci. Et comme je l'ai montré dans la première vidéo, c'est aussi l'endroit où la glande du muscle aurait pu se trouver. Il y a une grande échancrure ici où la glande aurait pu se trouver. Ou encore ici. Elle aurait pu être attachée ici et s'être détachée. Elle aurait aussi bien pu se trouver ici. Je spécule donc sur son emplacement. Mais si on regarde l'emplacement ici, la glande de l'oreille, on voit qu'elle change légèrement selon l'éléphant observé. Mais c'est de cela dont nous parlons. Elle repose donc au-dessus du muscle temporal.
Donc, si on arrachait ce muscle, on arracherait aussi la glande du muscle. Et puis on voit ici, au niveau des connexions de l'oreille, que si on l'arrachait, on exposerait l'os. Et je pense que c'est ce qu'on voit ici. Alors, pourquoi serait-il rougeâtre? L'os du crâne ici et tous les os longs du corps produisent du sang. Il s'agit de l'os trabéculaire. C'est là qu'est produit le sang. Ce sang est riche en fer jusqu'à ce qu'il devienne pauvre en oxygène. Autrement dit, le sang des veines n'aura pas cette couleur rougeâtre. Lorsqu'il se fossilise, il devient noir. Mais ici, nous examinons ce que l'on appelle l'os trabéculaire. Dans la 4e vidéo, je vais aborder ce sujet de manière très détaillée. C'est très fascinant et c'est de nature fractale. Il est donc évolutif et peut être microscopique ou macroscopique. Et si l'on regarde au loin le sommet de Mont Go, voici la croix. Et voici le point culminant, mis à part la tête. Et c'est donc le haut du dos. Et là, vous pouvez voir que tout est calcaire. Et c'était essentiellement de l'os trabéculaire. Ainsi, la couche supérieure du sandwich s'est érodée et a disparu, à cause des éléments, le vent, la pluie et tout le reste. Et toute la terre rouge a été de fait emportée. Et donc le calcaire a été blanchi, lui donnant l'aspect de l'os. Mais on peut toujours voir la vascularisation. Et toutes ces roches sont solidement ancrées dans le lit rocheux en dessous. Et cela rend la montagne très difficile à gravir. Il faut rester sur les sentiers, car sortir des sentiers battus, surtout sans de bonnes chaussures, c'est être stupide. Et je peux parler d'expérience. Donc, la version officielle est que cela est connu sous le nom de karst. C'est donc du calcaire, ce qui est très différent de ce qu'on voit si on regarde en arrière. Ici, c'est une forme totalement différente ici, n'est-ce pas? Et nous ne voyons ici aucune vascularisation. Nous ne voyons pas ce genre de sol rouge, rougeâtre et sanguinaire. Mais quand on regarde ce genre de choses, c'est la version officielle. Donc, ce que nous voyons est le processus d'érosion. On observe donc un processus d'érosion. On voit bien que ça s'érode ici. Ça va éroder là où se trouvent les canaux sanguins. Et ensuite, le sang va disparaître. C'est ce qu'alors on appelle le karst. Et voici ce dont je parlais tout à l'heure. On peut voir la nature fractale. Ici, on a un os trabéculaire plus gros. Et là, on a cette plus petite construction. Eh bien, ça se produit également au niveau microscopique. Donc, encore une fois, je suppose que l'oreille est apparemment tombée parce qu'elle n'est plus là, et que cela a exposé une partie de la montagne qui se trouvait en dessous, qui va se remplir de la couleur d'un sang riche en fer. Et ironiquement, qu'avons-nous ici? Nous avons la forme exacte, même jusqu'ici, de la tache auriculaire. Et elle est exactement là où elle devrait être par rapport à la forme de la tête, du cou et de l'épaule. Alors, quand j'ai réalisé pour la première fois que, oh mon Dieu, ça pourrait être de l'os spongieux exposé, car la couche externe de l'os cortical s'est détachée et que partout où la roche est tombée, c'est rouge en dessous. Et j'en ai d'innombrables exemples dans une variété de roches différentes. Alors, c'était absolument époustouflant. Et j'ai réalisé qu'il y avait une attache auriculaire. Et s'il y avait un conduit auditif, parce que ce versant de la montagne est très bien préservé. Si on le compare à ce côté qui s'est effondré, les chances de trouver un conduit auditif ici étaient bien plus élevées. J'ai donc commencé à chercher des sentiers. Je voulais voir si je pouvais trouver le nom de ce sentier là-haut, car il semblait mener directement à cette partie de la montagne. Et c'est très raide ici, et ce n'était pas facile. Alors j'ai marché. Mais avant cela, j'ai essayé de trouver le nom de ce canyon, car je voulais être sûr de prendre le bon chemin pour arriver là où je voulais aller. Et j'ai découvert que ce canyon particulier s'appelle Barranc del Migdia. Ouais, j'ai commencé à chercher et je suis tombé sur ça, et j'ai eu la chair de poule. Il était écrit « Cova del Barranc del Migdia ». Donc « Cova » signifie « grotte ». J'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Je cherchais un chemin pour explorer la région et voir s'il y avait une grotte. Je suis tombé sur le nom du canyon.
Et en cherchant le nom du canyon, j'ai découvert qu'il y avait des liens décrivant une grotte. Je n'arrivais pas à y croire. Il y a une grotte là-bas. Oh, oh là là! J'ai donc trouvé ce site web et vous pouvez voir le lien. Je vous le donnerai dans les notes et il y avait des vidéos ici que nous allons voir dans un instant. Mais en gros, j'ai découvert qu'il y a bel et bien une grotte là-bas. Et devinez où elle se trouve. Elle est juste là où on s'attend à trouver un conduit auditif. Vous pouvez voir la flèche qui indique précisément l'entrée en regardant de plus près. Et c'est bien l'entrée. Je tiens à souligner que j'ignorais tout de cette grotte avant de commencer à explorer la région. J'ai découvert non seulement qu'il y a une grotte, mais aussi, sans blague, qu'il s'agit de la grotte la plus minutieusement fouillée d'Europe. Une équipe d'archéologues a été chargée de l'étudier d'une manière inédite. Donc, non seulement j'ignorais l'existence d'une grotte et son emplacement exact, et s'il y avait bien une oreille, mais il s'avère que c'est la grotte la plus minutieusement fouillée d'Europe. La grotte s'appelle Cova del Migdia. Migdia signifie midi. Barranc del Migdia signifie donc la vallée du midi. Et puis donc, il y a la grotte. Regardons cette vidéo et passons-la en revue. Vous pouvez me fournir des liens dans les notes de l'émission. Cette fouille était une véritable affaire. Toute la communauté s'est impliquée. Une importante équipe a été mobilisée pour s'en occuper. Vous pouvez entendre ces interviews. Ils extraient les ossements, cartographient le site, en effectuant aussi des survols. Voici l'équipe d'archéologues qui progresse vers la grotte. Il faut du matériel d'escalade. La grotte est à 375 mètres d'altitude et une partie de la montagne est assez verticale. Il ne faut donc pas être un amateur là-haut. Je n'y suis jamais allé. Alors je vais spéculer un peu, mais je pense que vous constaterez que certaines de mes conclusions ne sont pas du tout exagérées. Les voici donc entrés dans la grotte. Vous pouvez voir la terre rougeâtre. Donc, encore une fois, l'entrée. Regardez ça. Je vous avais dit que c'était la grotte la plus minutieusement fouillée d'Europe. Du moins, à l'époque des fouilles. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue depuis. Il s'agit d'un rendu 3D de l'intérieur de la grotte. Évidemment, ici, ce n'est pas une oreille d'éléphant, mais l'anatomie est très probablement similaire, voire identique, en ce qui concerne la structure et l'emplacement de l'oreille interne. Vous pouvez voir ici un canal qui entre. Un autre canal descend, appelé trompe d'Eustache. Puis, il y a ce qu'on appelle l'artère carotide interne. Cette grotte de Cova del Migdia comprend 3 sections distinctes. L'une d'elles, où ils grimpent avec leurs cordes, et l'autre, nous allons voir un vol traversant à l'intérieur dans un instant. Vous pouvez juger par vous-même si cela correspond à ce que nous voyons ici. Voici l'oreille interne. Il y a une chambre ici où se trouvent les 3 os. Ce sont les canaux semi-circulaires qui sont liés à l'équilibre. Et puis, c'est très important, la cochlea. Et la cochlea est notre réel système auditif. Et les vibrations sonores font bouger le tympan. Il fait vibrer les 3 os qui appuient contre une petite fenêtre ici. Ensuite, le fluide circule dans cette spirale et c'est ainsi que nous percevons les différents sons. Nous pouvons ainsi reconnaître si un son est aigu ou grave. Voilà donc l'anatomie que nous observons.
Voici une autre vue de l'entrée, puis de cette chambre avec la cochléa. Encore une fois, l'entrée est exactement là où elle devrait être. Et nous y reviendrons dans un instant. Il y a une vidéo sur ce site web en espagnol. Vous pouvez probablement la traduire. Elle contient les différentes vidéos que je vais vous montrer. J'en ai trouvé d'autres aussi. Celle-ci s'appelle Art et Mort, qui parle de l'art et de la mort. Et c'est exactement la même vidéo, mais elle a été traduite en anglais. Et le narrateur ressemble beaucoup à celui qui anime les émissions sur la nature, à Tim Burrott. Mais je ne pense pas que ce soit lui. Mais bon. Alors, regardons ça. J'ai coupé le son. Je ne veux pas être pénalisé pour atteinte aux droits d'auteur, donc c'est une utilisation équitable à des fins éducatives. Voici le survol, un long passage qui s'incurve vers la droite. Nous entrons dans une salle centrale et je crois que ce autour de quoi nous tournons ici est la cochléa. Elle descend maintenant vers la gauche et s'ouvre. C'est pour ça qu'on l'appelle Cova del Migdia, car cette grotte reçoit la lumière du soleil en plein midi. J'imagine donc que cette ouverture de la Cova del Migdia pourrait être cette zone-ci, parce qu'elle descend puis s'ouvre, comme ici sur l'image. Donc, si on regarde par ici, je ne sais pas exactement de laquelle il s'agit, mais c'est l'une de ces grottes qui donne cette ouverture. Je pense qu'il s'agit soit de la trompe d'Eustache, soit de l'artère carotide, plus proche du cou, à l'arrière du crâne. Il y a aussi plusieurs peintures rupestres que je vais aborder dans un instant, ou plutôt je vais les aborder maintenant. Pour moi, cela ressemble beaucoup à un déluge. On dirait presque un homme allongé sur le dos. Et puis pour moi, cela ressemble à de l'eau venant d'en haut. Mais je ne sais pas quelle interprétation ils en font. C'est difficile à déchiffrer. Tout comme ça. Mais pour moi, ça ressemble beaucoup à un animal avec des défenses, une créature à quatre pattes. Ils sont en train de creuser. Ils ont donc trouvé les restes de plusieurs personnes. Ils ont émis l'hypothèse que les restes avaient été apportés d'ailleurs, peut-être dans un sac, puis laissés là, car les squelettes étaient incomplets. Ils procèdent à une analyse des os et des dommages causés aux os. Des os dans les os. Très bien. C'est là que ça devient vraiment époustouflant. J'ai fait cette découverte il y a quelques jours et je me trompe peut-être. Comme je l'ai dit, je spécule, car je n'ai pas été dans la grotte pour observer le terrain et savoir à quoi ça ressemble. Mais je ne pense pas que ce soit si exagéré. Alors tout d'abord, regardons à nouveau l'oreille. J'ai parlé de la cochléa, qui est cette zone-là, qui est cette section-là. On y entre par un long canal rectiligne. Il y aurait une chambre intérieure permettant d'entrer ici et possiblement à l'intérieur de la cochléa. On la voit plus clairement ici. Et voici à quoi elle ressemble. J'expliquerai son fonctionnement dans un instant. Mais si vous observez ces canaux, il y a là des choses très importantes pour un aspect que nous allons voir dans la grotte dans un instant. Voici une coupe transversale montrant différents types de fluides. Donc, vous avez l'endolymphe et ensuite vous avez la parilymphe. C'est ce qui vibre. En ce faisant, ensuite cette vibration se déplace en spirale à travers la cochléa. Et ce faisant, elle stimule les petits follicules pileux qui sont ici. C'est ce qu'on appelle l'organe de Corti. Basiquement, ce qui se passe, c'est que les vibrations traversent l'organe et stimulent les follicules pileux, qui sont alors des neurones qui stimulent le son. C'est ainsi que nous percevons le son. Il provient en réalité de ce liquide vibrant qui exerce une pression sur ces follicules pileux. Et voici un autre aperçu. Voici donc à quoi ressemblent les follicules pileux vus au microscope. Ok, alors maintenant nous allons survoler la grotte. Elle monte brièvement, puis commence à descendre.
Et quand on passe par ici, on entre dans une chambre centrale et continue vers le bas à droite. Et voici ce que je veux vous montrer. Voici une grotte incurvée qui descend vers la droite. Et ici, sur le côté, je pense que ces formations sont les follicules pileux qui se sont fossilisés. Et ça descend en spirale vers la droite. Vous pouvez voir la courbe de la grotte. Maintenant, à cet endroit, ça continue vers la droite et ça continue à s'incurver. Et je vous montrerai une autre vidéo dans une seconde où l'on voit quelqu'un ramper à travers. Puis ça descend vers la gauche et ça s'ouvre sur le monde extérieur. C'est la Cova del Migdia. Oh, regardez ça. Qu'en pensez-vous? Ça n'a pas l'air un peu organique. Ça ressemble beaucoup à l'ouverture d'un vaisseau sanguin. Donc, ça s'ouvre ici. Cette grotte-ci est à l'intérieur. Vous pouvez voir les formations là, sur la paroi à droite. Ça ressemble beaucoup à des follicules pileux, non? Regardez la forme de cette grotte. On dirait que la cochléa tourne sur le côté, n'est-ce pas? Et elle s'incurve vers la droite. Pour moi, cela ressemble beaucoup à une spirale. Et sans avoir réellement été à l'intérieur, je ne peux pas le vérifier à 100%. Mais si l'on revient à l'image anatomique que je vous ai montrée précédemment, en entrant dans une chambre centrale, nous avons ceci. Et selon la position de l'éléphant, cela semble être tourné sur le côté. Sinon, il monterait, et puis ensuite devrait redescendre. Il est donc difficile de déterminer précisément la position de cette structure à l'intérieur de l'éléphant et par rapport à sa position allongée. Et encore une fois, si l'on observe ces structures ici, une radiographie de la cochléa, on imagine cette forme de spirale qui tourne dans un sens ou dans l'autre selon la direction de la spirale. Et puis, ce que l'on observe, je pense qu'à sa droite, alors qu'il rampe dans la grotte, c'est cette structure, ces cellules ciliées et la structure qui les soutient. Encore un autre point de vue. Bien sûr, c'est une spéculation, mais qui sait? Peut-être y a-t-il une part de vérité dans l'affirmation selon laquelle il pourrait s'agir de ces structures. Ça semble vraiment être cette forme. On y trouve 3 cavités différentes qui représentent l'entrée de l'oreille. La descente potentielle du tube d'Eustache, qui est le tube utilisé par le corps pour le drainage du liquide de l'oreille interne. Lorsque les gens souffrent d'otite, il y a souvent des blocages dans la trompe d'Eustache. Et là, ça ressemble beaucoup à la spirale de la cochléa qui sort par là. Bon, donc, oui. Quelqu'un m'a envoyé ça. Ils ont aimé les vidéos et j'ai pensé que c'était une meilleure représentation de ce qui pourrait se passer avec MondGo. Combien de coïncidences faut-il avant que nous commencions à avoir une prépondérance de preuves? C'est la question qu'il faut se poser ici. Qu'en pensez-vous? Si vous étiez sceptique et que vous pensiez que je souffrais d'un cas très avancé de pareidolie, le pensez-vous toujours? Combien de coïncidences faudra-t-il avant que vous commenciez à penser qu'il pourrait y avoir une vérité derrière toute cette histoire? Donc, en gros, ce que nous voyons ici, c'est que l'entrée de la grotte s'enfonce profondément, puis se ramifie, descend et s'ouvre ici. Mais elle s'enfonce aussi plus profondément. Et c'est là que se trouve cette zone en spirale dans laquelle ce type rampe. Et si nous regardons cela, la question est, pourquoi cela s'ouvre-t-il sur le monde extérieur? Tout ne devrait-il pas être entièrement à l'intérieur de la tête?
Et je pense que cette image ici répond à cette question. Ah, la voici. Voici l'artère carotide qui alimente le cerveau et qui traverse directement l'oreille. En fait, si vous regardez ici, vous pouvez voir que l'artère carotide interne arrive ici et se courbe vers le bas. Cette ouverture pourrait donc soit être l'artère carotide ou bien le tube d'Eustache. En fait, on dirait qu'elle descend à cet angle, puis s'ouvre. Donc, ben voilà, c'était donc l'oreille de Montgo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Dans la prochaine vidéo, ou les deux prochaines, nous détaillerons l'histologie de la montagne, les différentes roches que j'ai trouvées et leur corrélation avec les différents tissus de la créature. Ce sera un peu plus long et peut-être moins passionnant que celle-ci. Mais si tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent vous intéresse, vous le trouverez certainement très intéressant. J'en suis certain. Alors si vous aimez, vous pouvez cliquer sur s'abonner, sur liker, activer la cloche et partager avec vos amis si vous le trouvez intéressant. Je pense que les preuves s'accumulent quant à l'existence des titans. Ouais, je pense que Montgo était autrefois un grand titan. Vous souhaitant à présent une bonne journée.